Et quand tu vas à Paris, au-delà du projet, tu vas à la capitale, quoi. Jouer à Paris, c'est exceptionnel. Tout le monde a envie de jouer à Paris. Et battre Naples, ça a été un moment extraordinaire. Mais le scénario, l'ambiance au parc, mais c'était inimaginable. Et un jour, Louis me convoque et me dit « Je veux que tu sois capitaine de l'équipe ». Je dis « Ben non. T'as éliminé Barcelone, t'as éliminé la Corogne. Il faut gagner là. » On prend le bus de Paris pour aller à Bruxelles, on s'arrête sur l'autoroute, on avait acheté des sucreries. Je me souviens, Louis, il était fou. On n'a même pas dormi dans le train. Enfin bon, c'était des moments magiques, quoi. Alain Roche, bonjour. Bienvenue dans Histoire de Parisien. Quel est ton tout premier souvenir du Paris Saint-Germain ? Mon premier souvenir, au-delà de ma signature, il n'y avait pas de conférence de presse à l'époque. La première année que je suis arrivé, il y avait beaucoup de joueurs qui sont arrivés en même temps que moi, des Bernard Lama, des Laurent Fournier, des Vincent Guérin. Et mon premier souvenir, c'est d'être parti en stage à Landskrona, dans un, je ne sais plus le pays nordique que c'était la Suède ou pas. Et je me revois avec David Ginola, on était parti en costume cravate sur le bateau, sur le pont du bateau. On avait exactement, voilà, ça c'est mon premier souvenir du Paris Saint-Germain. Alors tu rejoins le Paris Saint-Germain à l'été 92 après avoir connu les Girondins de Bordeaux où tu as été formé, l'Olympique de Marseille et Auxerre. Pourquoi le choix de rejoindre le Paris Saint-Germain ? J'avais fait Bordeaux, qui était le plus grand club de France à l'époque. J'ai eu la chance de débuter avec des très grands joueurs comme Giresse et bien d'autres. Puis je suis allé à Marseille parce que Tapi m'avait sollicité et Bordeaux voulait me faire partir pour gagner de l'argent. Ça s'est pas très bien passé. Et est arrivé Auxerre, je me suis remis en selle. Arrive Paris Saint-Germain avec un nouveau projet. Canal+ était là déjà depuis un an, avait recruté Ricardo, Arthur Georges, Valdo. Donc le projet était fantastique. En plus, venir à la capitale, tenter de concurrencer Marseille aussi. Donc on peut pas arriver mieux, quoi. Et je restais surtout dans un grand club. Est-ce que c'est un club qui fait rêver ? Arthur Georges était l'entraîneur à l'époque. Comme tu l'as dit, Canal+ venait de racheter le club. Le président, c'était Michel Denisot. C'était le club où il fallait être ? Marseille, je l'avais fait. Et quand tu vas à Paris, au-delà du projet, tu vas à la capitale, quoi. Tu vas dans la plus grande ville de France avec tous ces monuments extraordinaires. Ce qui amène là de rien un peu d'appréhension à la base, parce que moi qui suis de la province, tu te retrouves dans une ville que tu ne connais pas, où c'est la capitale, avec une réputation très particulière, les Parisiens en province. Peur du monde, peur des bouchons, peur un peu de tout. Mais l'ambition était là, quoi. Ils voulaient construire un grand club, régner sur l'Europe, gagner une Coupe d'Europe. Je pouvais pas rêver mieux, quoi. Après Auxerre, aller ailleurs, il n'y avait pas. À l'époque, faut se rappeler qu'il n'y avait pas Larry Bosman, donc les meilleurs joueurs français restaient en France. Marseille, il y avait déjà beaucoup de joueurs, j'y étais passé. Donc Paris se fait totalement naturellement, quoi. Voilà. Est-ce que la pression, tu l'as sentie tout de suite différente à Paris ? Pourtant, tu avais connu Bordeaux, Marseille. Marseille, ça a été quand même une place chaude. Mais est-ce qu'à Paris, c'est différent ? La pression dans les grands clubs, elle est inhérente, quoi qu'il arrive. Après, il y a différents types de pression. Quand on est arrivé au Parc en 92, il y avait du monde, mais il n'y en avait pas autant qu'il y en a eu quelques années plus tard et qu'il y en a maintenant. Mais quand tu as vécu Marseille, et tout ce que ça génère de supporters et la ville, à Paris, c'est une activité comme une autre pour les Parisiens. Voilà, donc il fallait fidéliser un public. Et c'était l'ambition de Canal, avec Michel Denisot, qui lui aussi était très ambitieux, de constituer une grosse équipe. Donc la pression nous a été mise, mais en nous laissant un peu de temps, on nous a pas dit qu'il faut gagner de suite un titre. Et la grande chance qu'on a, c'est qu'on gagne dès la première année la Coupe de France. Tout ce qui amène de la confiance, ce qui amène une réputation aussi en France. Et on s'est rendu compte que les joueurs voulaient venir. Et on a vu l'arrivée après de Rai et d'autres joueurs de très grands talents. Toi, quand tu arrives, tu es déjà double champion de France, oui, avec Bordeaux et avec Marseille. À titre personnel, tu attends quoi de ta venue à Paris ? J'attends de garnir ma vitrine. J'attends de retrouver l'équipe de France. Quoi de mieux qu'une vitrine parisienne ? Voilà, m'étais remis en selle à Auxerre. J'avais besoin de retrouver de la confiance. Je l'ai retrouvé. Et à Paris, c'était un peu le tremplin, non, parce que j'avais vécu des magnifiques moments à Bordeaux avec une des meilleures équipes d'Europe, en ayant joué une demi-finale de Ligue des Champions ainsi qu'avec Marseille. Mais là,
on est à Paris, la presse est là, les médias sont là, donc tu te dis c'est là qu'il faut réussir. Est-ce que tu gardes des souvenirs particuliers de tes premières semaines ? Est-ce que ça a été facile, difficile ? Non, ça n'a pas été facile parce que pour trouver des logements, c'était extrêmement compliqué. Nous, en plus, on est très famille. J'avais qu'un enfant à l'époque, donc vivre à l'hôtel ne m'a pas plu. Trouver des maisons n'est jamais simple dans la banlieue parisienne, surtout dans la banlieue ouest. Un peu choqué par le centre d'entraînement, puisque quand on vient ici à Paris, moi je n'ai vu que l'époque le Parc des Princes et ses bureaux, mais j'ai pas vu le centre d'entraînement. Les terrains catastrophiques, même pourris. Voilà, mais un peu choqué par tout ça en arrivant. Tu te dis, il y a des ambitions qui sont exceptionnelles et très importantes, très hautes, mises par le club, mais les conditions d'entraînement et les structures sont catastrophiques. Bon, tu te dis, bah, c'est pas grave, on s'en fout, on fait abstraction de ces conditions-là et on va tout faire avec l'équipe qu'on a, avec l'entraîneur qu'on a pour tenter de rivaliser avec les meilleurs. 15 août 1992, c'est ton premier match face à Sochaux, premier match au Parc des Princes, sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça fait d'arriver avec le maillot du PSG au Parc des Princes ? Non, alors attention, le Parc des Princes, pour nous, on se rend pas compte, peut-être que vous vous rendez pas compte, nous, mais quand tu vis en province, que les matchs de Coupe de France se passent au stade à Paris et que tu montes à Paris, jouer à Paris, c'est exceptionnel. Tout le monde a envie de jouer à Paris. Tout le monde encore, même à cette époque actuelle, quand on vient au parc, c'est un lieu emblématique. L'architecture, alors en plus depuis que QSI est arrivé, bon, les changements sont exceptionnels. Tu l'as vécu aussi et moi aussi. Les loges, le terrain est exceptionnel. Parce que mais nous, c'est autre chose. Hein. Parce que nous, à l'époque, il y a les Sangliers qui jouaient le tournoi des 5 Nations là, au Parc des Princes, donc ils nous labouraient le terrain, donc c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, la dimension du Parc des Princes, et tout le monde te dit, c'est un antre particulier. Tous les rugbyman, voilà, tu vas jouer au Stade de France, c'est pas la même chose, c'est impersonnel. Là, t'es proche des gens. Donc, ouais, c'est un rêve de tous de venir jouer ici. Ouais. Mais tu le vois, les équipes, quand ils sont là, ils sont super motivés, ils sont bien meilleurs que quand ils jouent ailleurs. C'est le Parc, donc ça te met une pression supplémentaire. Vous faites cette année-là un beau parcours en Coupe de l'UEFA. Vous éliminez Naples, Anderlecht, puis viennent les 2 matchs de quart de finale contre le Real Madrid. Oui. Tu en gardes quel souvenir de ces matchs ? Raconte-nous. Alors moi, je garde surtout un énorme souvenir de Naples. Il y avait peu d'équipes françaises qui avaient gagné des clubs italiens. Et ce match, pour nous, a été vraiment révélateur de notre niveau. On avait besoin de se juger. Il y a eu beaucoup d'arrivées, je crois qu'on est arrivé 6 joueurs cette année-là. David Ginola était déjà là, Ricardo aussi, Valdo. Donc il fallait se juger contre des grands d'Europe. Voilà. Et battre Naples, ça a été un moment extraordinaire. Et là, on s'est dit, on n'est pas si mauvais que ça. On peut faire des belles choses. Alors ça prend un peu plus de temps, ça c'est clair. Surtout dans les moments compliqués, quand tu arrives sur les phases finales, comme les quarts de finale contre le Real Madrid. Et ça devient plus dur, bien sûr, parce que l'expérience joue. L'identité du club a un énorme poids sur tes épaules aussi, et sur l'épaule des arbitres. Il n'y avait pas la VAR à l'époque. Bon, quand tu jouais dans certains clubs, oui, le PSG était très jeune encore à l'époque. Exactement, hein. donc toujours, pas une grande réputation, donc un peu malmené par l'arbitrage aussi. Donc voilà. Mais Naples, pour moi, ça a été fédérateur et ça nous a lancé. En plus, on avait l'entraîneur qui était la personne idoine vraiment pour la Coupe d'Europe. Il l'avait déjà gagné avec Porto. Il nous a appris à se préparer pour ces matchs-là. Et un souvenir de Madrid ? La fête dans les vestiaires, peut-être ? Madrid, c'est avec Antoine. Oui, moi, je pense que c'est un des plus grands moments qu'on ait vécu au Parc des Princes. Il y a un très beau moment ici, il faudra demander aux supporters, mais moi, je ne suis pas du tout nostalgique. Mais ce moment-là, la fusion qu'il y a eu entre le public et les joueurs, dans un scénario quand même assez incroyable. Et ce match, moi, je ne l'ai pas joué, parce que j'avais joué le match aller, et je fais une main dans la surface de réparation, je suis expulsé, et Bernard Lama encaisse le penalty. Donc je ne joue pas le match retour et c'est Antoine, mon meilleur ami. Donc bien sûr extrêmement déçu de ne pas participer à ce match-là. J'imagine. Mais le scénario, l'ambiance au parc, mais c'était inimaginable. Les gens sont restés longtemps après le match, les tours d'honneur. Je sais pas, il s'est passé un truc. Et là, de rien, ça a connecté tout le monde. Et surtout, tu as réussi quand même à fidéliser des gens qui étaient peut-être pas fans du Paris Saint-Germain, mais en France entière qui ont adhéré à cette équipe-là. Voilà, il y avait peu de matchs, il y avait moins de matchs qu'il y en a maintenant aussi. Donc, c'était des matchs que tout le monde attendait. La demi-finale, l'élimination contre la Juve.
Oui, grosse équipe de la Juve. grosse équipe de la Juve. Moi, j'étais au marquage de Baggio, je crois que c'était Baggio. Et là, Rien que ça. On s'est rendu compte qu'il nous manquait de l'expérience. Voilà, pour ces grands rendez-vous. On n'a pas été très bon dans la gestion. Peut-être impressionné, complexé par rapport à cette équipe-là qui gagnait beaucoup de choses, qui rayonnait sur l'Europe et qui était constituée de grands joueurs. Ça se joue pas à grand-chose. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est difficile à mesurer de l'extérieur, de ne pas avoir cette expérience, ce petit truc en plus, Dans l'approche du match, dans la gestion du match aussi, tu vois. Même sur le terrain, bien Bien sûr. sûr, tu peux avoir des moments de panique, un peu d'appréhension, comment tu vas gérer ça, les coups de pied arrêtés. Et eux avaient cette expérience qu'on n'avait pas. Mais elle a été bénéfique, puisque pendant 5 ans, on a fait 5 demi-finales de Coupe d'Europe, ça veut dire quelque chose. Absolument extraordinaire. On revient au 12 juin 92 maintenant. Vous vous imposez en finale de Coupe de France face à Nantes. C'est ton premier trophée avec le Paris Saint-Germain, mais c'est quand même ta 3e Coupe de France. Oui, le PSG, n'avait pas gagné depuis quelques années. J'en parlais il y a quelques temps. Pour moi, c'est un événement, c'est peut-être une des références pour moi en termes de match. C'est pas pour avoir marqué le but, c'est que on est beaucoup de joueurs arrivés la première année. On nous a pas imposé de gagner quoi que ce soit. Tu gagnes au parc devant ton public 3-0 face à une bonne équipe de Nantes. Antoine qui marque, mon pote, David avec qui j'étais en chambre et moi. Je sais pas. Pour moi, c'est un match inoubliable, voilà, parce que c'était le premier titre. On a fêté ça de manière assez incroyable au stade et je vous parle pas après. Et c'était pas la première fête qu'on a faite. Si, oui. On peut en parler. Bon, on fait tous pareil, les restaurants, les boîtes de nuit, voilà, on buvait un peu plus qu'ils ne le boivent maintenant aussi, mais c'était notre époque. Voilà, donc pour moi, c'est un match très important, oui, dans ma vie de joueur à Paris. Justement, quand on t'entend parler d'Antoine Comboiré, quand on t'entend parler de David Ginola, on a l'impression vous étiez vraiment des potes. Je pense qu'on ne peut pas gagner sans avoir plutôt une bonne ambiance dans le vestiaire. Alors c'est vrai qu'il y avait à l'époque une sorte de fidélité au club parce qu'on ne pouvait pas partir, je le rappelle, les meilleurs joueurs restaient. Tu n'avais droit qu'à 3 étrangers dans l'équipe, donc tous les joueurs français restaient. Et quand tu es à Paris, tu vas aller où en France? Il n'y a pas d'autre opportunité. Et en Angleterre, c'était pas aussi fort que ça l'était maintenant. La référence était l'Italie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis français en Italie. Donc le groupe était extraordinaire. On est tous de la même génération. Nos femmes s'entendaient bien, ce qui est très important. Capital. Les enfants étaient du même âge. On se voyait régulièrement après les matchs. On faisait beaucoup de fêtes chez les uns, chez les autres. Beaucoup de soirées costumées, des conneries comme ça, quand tout le monde fait les jeunes. Non, mais c'est vrai. Alors, je sais pas si en font maintenant, mais c'est vrai que l'air de rien, il n'y a pas d'Halloween à l'époque. ça resserrait les liens et dans les moments difficiles, d'abord, c'est là où tu as besoin de tes partenaires parce que quand tu gagnes, tu as besoin de personne. Donc, et c'est vrai qu'on a eu un groupe et surtout, on est resté très longtemps ensemble. C'est ça qui est important. Donc, tu crées ça qui fait que tu gagnes. Pas beaucoup de changements après l'intersaison. Vous avez fini 2e la saison passée. Est-ce qu'il y a une pression pour dire vous avez fini 2e, vous avez gagné la Coupe de France cette année, on veut le titre? Oui, parce que tu te donnes des objectifs plus importants. Voilà. 2e, la Coupe de France, tu es en demi-finale de Coupe d'Europe, là de rien, la première année. Donc à un moment, il faut le gagner ce championnat. Donc on a essayé de réunir tout. On avait cette expérience, une forte identité aussi. Des bons joueurs techniquement, des joueurs laborieux, extrêmement généreux aussi. On était très adroits sur les coups de pied arrêtés. Et on s'est dit pourquoi pas gagner. Voilà, Marseille, on n'était pas très loin. J'ai pas dit c'était l'année ou jamais. On en parlera après, mais tu te rends compte quand même que sur les 6 ans que j'ai passé à Paris de 92 à 98, il y a eu un champion chaque année. Ça veut dire, on parlait de l'homogénéité de ce championnat. Donc voilà. Donc on savait que ça serait compliqué, mais on a tout mis en œuvre en tout cas pour
pour gagner ce titre. Et Oui, ça a été c'était très renforcé. disputé. Donc on a gardé cette ossature qui était très importante et ça a été renforcé par quelques joueurs dont je ne me souviens plus les noms. Un petit mot sur ta relation avec Ricardo en défense. Pour moi, c'était quasiment un mentor. International brésilien, il avait gagné avec Benfica, oui c'était Benfica. Beaucoup d'expérience aussi. J'en avais un peu, moi j'avais que 23 ans. C'était un monsieur. C'était un monsieur, puis il avait la classe. Toujours tranquille, pépère, pas de pression, toujours concentré. Savoir, il faisait ce qu'il avait à faire, il le faisait parfaitement, il est intelligent dans son jeu. Moi j'ai beaucoup appris avec lui, bien sûr. Il fallait pas grand-chose, on se parlait pas beaucoup, simplement un regard ou quoi que ce soit. Et après, tu sais, tu as des trucs qui se passent entre les gens, tu sais pas pourquoi, il y a un feeling qui se passe et ça s'est bien passé avec Ricardo. Donc j'ai beaucoup progressé avec lui. Et grâce à lui, j'ai pu repartir en équipe de France, être élu meilleur joueur de l'année aussi. Donc ça a été, bien sûr, ça a été une référence. Et avec Arthur Georges, l'entraîneur? C'était quelqu'un de très sévère. Ouais, c'est quelqu'un qui donnait rien aux gens. Que tu gagnes, que tu perdes, il avait quasiment le même visage, même s'il souriait, tu ne voyais pas derrière sa grosse moustache. Mais on avait un profond respect pour l'entraîneur, pour l'homme. Plus pour l'entraîneur que pour l'homme. De par son parcours, de par ce qu'il nous apportait aussi. Et on voyait deux Arthur Georges. Un Arthur Georges en championnat qui disait voilà, je mets les 11, vous attaquez 11, vous défendez à 11. Et dès qu'arrivait la Coupe d'Europe, Il se il se transformait. métamorphosait. Il venait te voir. On avait des rapports individuels sur chaque joueur qu'on allait rencontrer, qui était en face de nous. Et il nous apportait un truc qu'on n'avait pas, quoi, l'expérience de la Coupe d'Europe. Après, jamais de félicitations, jamais d'encouragement, toujours dans le reproche, des entraînements rébarbatifs. À un moment, on a gagné, c'était bien qu'il parte parce qu'on était extrêmement fatigués, on ne pouvait pas continuer comme ça avec lui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est revus beaucoup plus tard, bien sûr. C'est pas le même Arthur Georges que tu as, beaucoup plus souriant. Il nous a expliqué sa manière de fonctionner. Donc, c'était une manière d'ancien, d'époque, que tu ne pourrais plus faire maintenant. Autrement, tu te coupes du groupe au bout de 3 mois. Mais voilà, il voulait que le groupe soit quasi contre lui, voilà, pour être ensemble, pour se motiver, pour lui Avoir faire, un pour lui ennemi prouver, commun. exactement, pour lui prouver qu'on peut y arriver, voilà. Ouais, c'est une forme particulière de... Non, mais il nous a fait des entraînements, des fois, il était mécontent, on arrivait, les ballons étaient dans le filet, à l'époque, parce que c'est nous qui portions les ballons, à l'époque, c'est pas pareil, maintenant on les amène. Il n'y avait pas 10 personnes autour en termes de staff, il y avait 3-4, ils posaient les ballons, on s'échauffait, on faisait des longueurs comme ça, là, sur 100 mètres. Elle en a fait pendant 1h30 des longueurs. C'était une punition. Non, à un moment, il dit, putain, les ballons, ils vont les sortir ou quoi? Maintenant, on pouvait rentrer au vestiaire. C'était à la frustration quand tu es joueur de foot, tu as envie de toucher le ballon. Et ben non, lui, il te faisait courir. Et donc, il te forçait, il te forgeait un mental, quoi, tu vois. Mais on le détestait par moments, on le détestait. Mais on a gagné. Justement, on va rester sur les Coupes d'Europe. La victoire en Coupe de France vous permet de jouer la Coupe des Coupes. Et pour la 2e année consécutive, vous retrouvez le Real. Même punition pour les Espagnols. Oui. Je sais pas, on avait un bon feeling espagnol. On a eu Barcelone aussi. Très longtemps, ça a été la bête noire du Real, le Paris Saint-Germain. Oui. J'espère que ça va le redevenir très rapidement aussi. Oui, ben encore là, on fait notre bout de chemin en Coupe d'Europe, un peu plus compliqué en championnat, mais on s'accroche et on est là. Et plus de complexe. Ça, c'est primordial dans le foot, c'est pas avoir de complexe par rapport à l'adversaire. Alors, respecter, bien sûr, mais pas avoir de complexe, on n'en avait plus. Et ce qui est bien, c'est qu'à un moment, c'est que tu amènes de l'appréhension chez l'adversaire. Ça, c'est un peu inversé. On aurait rencontré la Juve, peut-être qu'on les aurait gagnés cette fois-ci, tu vois. Voilà. En championnat, c'est plus difficile. C'est parce que vous vous concentrez plus sur les Coupes d'Europe, parce que... Ou il n'y a pas de raison particulière? Tu te rends compte que notre parcours, de 92 à 98, on est quand même une équipe de coupe. Coupe d'Europe, on a fait 5 demi-finales et 2 finales. On gagne 3 coupes de France, je crois. 3 coupes de France, 2 coupes de la Ligue, je pense que c'est ça. Mais Paris, c'est dur. C'est dur pourquoi? Parce que les sollicitations ici. C'est dur d'être régulier toute une saison. Ah, de rien. Alors, il y a la Fashion Week. Non, il n'y avait pas de Fashion Week à l'époque. On n'était pas des stars comme ils le sont maintenant. Mais tout est ouvert. Tu es sollicité de partout. Donc, le championnat, c'est la régularité. Voilà.
Et peut-être par moment, on y était moins sur certains matchs, voilà. Mais la Coupe d'Europe, on était omnibulés par ça, on était focalisés par faire quelque chose. Et tu vois que notre parcours, en championnat, dès qu'il faut être régulier, on l'a moins été. En Coupe d'Europe, vous affrontez Arsenal. Nouvelle désillusion en demi-finale. Oui. Mais encore une demi-finale. Encore une. On perd Arsenal. On se fait éliminer. Georges Weah ne joue pas. C'est plutôt rail. Donc ça a mené une polémique aussi. On se dit, putain, pourquoi il ne joue pas? Attaquant, il nous marque des buts. Enfin voilà. Donc, choix de l'entraîneur, on perd. Nouvelle fois. Mais on est encore là. Mais là, ça commence à déménager d'aller en finale. Oui, là, ça commence à donner envie. Ouais. En championnat, ça se passe pas si bien que ça, et pourtant vous remportez le titre de champion de France cette année-là. C'est ton 3e. D'accord. Il a une saveur particulière. C'est ton 3e. Premier. Pour toi, oui, Paris. Mais c'est le 3e au total. Mais Paris, ça compte pas. Les autres comptent pas. C'est puissance 10, Paris. T'es fêté ici, t'es fêté partout, quoi. Je veux dire, c'est notre planète. Tu vas dans la rue, t'es une star, quoi. Voilà. Donc, c'est différent. C'est différent de vivre un titre à Paris qu'en province. Voilà. Alors après, à Marseille, c'est complètement différent. Mais moi, j'avais vécu le titre à Bordeaux, tu vois. C'est un peu plus feutré, c'est plus bourgeois. Mais là, bon, le public était fou. C'est particulier parce qu'on a couru pendant déjà 3 ans après ce titre-là. Donc, c'était nécessaire de gagner. Comment est-ce que tu vis le départ d'Arthur Georges ? Comme un changement d'entraîneur, je pense qu'il y avait une lassitude aussi de sa manière de manager. On avait été des objectifs importants, gagner un championnat avec lui, aller en demi-finale de Coupe d'Europe. C'était bien de changer, voilà. Et là, c'est Louis qui arrive. Absolument. Qui est un jeune entraîneur, avec toute sa fougue. Un ancien du club. Un ancien du club aussi. Encore joueur dans la tête. Joueur sur le terrain et joueur dans les jeux de société, dans tout autre jeu. Ah oui, alors ça c'est différent. Dans les jeux de société, c'est vraiment une mentalité de gagnant. Oui, jeux de société, des jeux de basket, des jeux de tout, des taureaux, il se mêlait à tout, mais c'était Louise, donc voilà. Et surtout, on avait besoin un peu d'enthousiasme. De joie. Ouais, de joie, de retrouver la joie. Lui avait été joueur il y a encore 3-4 ans avant, je crois, pas plus, il avait arrêté. Pas plus que ça, même moins. Donc c'était très bien aussi, voilà, c'est très, très bien qu'il arrive, voilà, ça s'est plutôt pas mal passé, on va en parler. Une nouvelle fois, l'équipe évolue peu pour la saison 94-95, mais tu deviens capitaine. Oui. C'était David Ginola qui était capitaine jusque-là. Ça représente quoi? Déjà, ça s'est passé comment? Pas très bien. De récupérer le brassard? Non, parce que c'était le brassard qui appartenait à mon copain, avec qui on était en chambre. Et moi, je me confie un peu. Ça n'allait pas entre Louis et David. David Ginola était une star à Paris. Une star sur le terrain, une star en dehors. Un des seuls joueurs qui faisait des défilés de mode pour Armani. Et des mecs comme ça dérangent. Pas nous. On n'a rien à cirer. Bien, apparemment, il est bon sur le terrain, on s'en fout. Je pense que ça a dérangé un peu Louis. Voilà. Donc, David était la star. Donc, Louis lui reprochait certaines choses. Et un jour, Louis me convoque et me dit, je veux que tu sois capitaine de l'équipe. Je dis, non. Non, je refuse. C'est mon copain qui, voilà. Je dis, tu peux aller, d'abord tu vas aller le voir, pour lui dire quand même. Il me dit, mais dans ces cas-là, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Je dis, écoute, tu fais ce que tu veux. Et il insiste. Et à force d'insister, je vais voir David. C'est la moindre des choses, on était ensemble. Donc je lui explique la situation, il dit, voilà la situation, il va te retirer le brassard, il me demande de le prendre, je ne veux pas, il n'y a que toi. Si tu me dis oui, je l'accepte. Si tu veux pas, je l'accepte pas. Voilà, c'est pas un problème. Et David savait qu'il aurait perdu le brassard, donc il a dit, écoute, je préfère que ce soit toi qu'un autre. Voilà. Donc j'ai pris le brassard. Voilà comment j'ai reçu ce petit bandeau sur le. Il pèse vraiment lourd. Pour moi, dans le sens sur le terrain, il passe pas lourd parce que moi j'étais quelqu'un d'extrêmement consciencieux, que j'ai le brassard ou pas, j'allais faire mon métier. Après, tu as une gestion à l'intérieur du vestiaire et en dehors du terrain qui est un peu différente. Oui, ça c'est clair. Tu dois être le relais avec l'entraîneur, mais pas trop non plus pour pas faire de la connivence et que les gens pensent que tu es toujours avec lui et que tu voilà. Il faut que les gens t'écoutent aussi. Certains ne t'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas envie, d'autres un peu plus. Mais à toi de montrer l'exemple sur le terrain. Oui, alors tu as une pression supplémentaire, mais je ne l'ai pas ressenti en tout cas sur le pitch, sur le terrain, pardon.
Et toi, tu le céderas ensuite à Bernard Lama, le brassard. Oui, alors moi, j'ai pas eu trop de chance. C'est qu'à un moment, j'ai eu des grosses blessures qui m'ont handicapé de longs mois. Et j'ai perdu le brassard suite aux blessures. Bernard l'a récupéré. Je crois qu'aussi Paul Le Guen l'a récupéré une deuxième fois. Bah, tu le perds, les mecs sont bons. Bah, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on avance. Hein. En tout cas, Moi, je m'accroche pas à ce genre de choses. En tout cas, ce sont de belles années du Paris Saint-Germain. Le public est au rendez-vous. Là, il est là. Tu avais quel rapport avec les supporters? Avec le parc en général? Excellent. J'avais une très bonne relation. Je pense qu'ils aimaient mon style de jeu. On donnait aux supporters. Ils nous donnaient beaucoup. Moi, j'aimais bien donner aussi. T'es là pour remercier, les applaudir, même dans les moments difficiles, tout ça. Je pense qu'ils aiment les gens qui travaillent, qui sont généreux, qui sont humbles. On a eu quelques soucis, bien sûr. Hein. Oui, c'est pas lisse, hein, une carrière à Paris. Hein. Donc, oui, il y a eu quelques arrivées de groupes de supporters au camp des loges. Il y a eu des discussions un peu âpres, un peu tendues, mais toujours dans le profond respect. Ce qui est un peu bifurqué après les années quand je suis revenu dirigeant ici, mais j'avais une bonne relation avec eux. Vous disputez la Ligue des Champions cette année-là avec une nouvelle demi-finale à la clé, 3e demi-finale d'affilée, et cette fois encore une italienne, le Milan. Ouais, le Milan AC. Le grand Milan AC, de mes idoles, une idole de Marco Baresi, qui était un défenseur central que j'adorais, mais vous imaginez sur le papier des Boban, des Savicevic, des Marcel Desailly, des Maldini, des Massaro, Tasso, enfin bon. Le grand Milan. Une équipe de folie, mais toujours sans complexe. Et j'avoue, on fait plutôt un bon match au Parc des Princes. On perd, je pense, sur une erreur d'arbitrage. Il y a un pénalty sur Dabi qui n'est pas sifflé. On repart, on a perdu. Et là, tu te retrouves au Milan AC, dans un stade à qui je conseille à tout le monde d'y aller, parce que c'est quand même un endroit magique en termes d'ambiance. Tant qu'il est debout. Et là, on fait je ne vais pas dire un non-match, mais je crois que c'est le seul match dans ma carrière où je me suis senti aussi impuissant. Cette équipe était un rouleau compresseur, d'un point de vue tactique, technique. On s'est fait manger, on en a pris 3. Tu repars, la valise est pleine. Tu peux pas avoir de regrets parce qu'ils ont été meilleurs que toi. L'ambiance était extraordinaire, le terrain bougeait quand il marquait, c'était vraiment bluffant, voilà. Mais la marche était trop haute pour nous. À titre personnel, est-ce que tu considères que ce sont tes plus belles années? En 94, tu es élu meilleur joueur de la saison, non? Oui. Ce sont tes meilleures années? Oui, parce que je suis passé 6 ans. 6 ans d'affilée, c'est beaucoup. Avec quasiment les mêmes joueurs, on a lié une amitié insoupçonnée au départ et qui s'éternise. C'est ça qui est super. Même s'il y avait moins de téléphone portable à l'époque. Alors bien sûr, j'ai des douleurs, bien sûr, pendant cette année, parce que j'ai quand même des blessures qui sont importantes, qui m'ont empêché de jouer à la Coupe du Monde. Mais oui, c'est les meilleures années, parce que c'est 6 d'affilée, c'est Paris, avec tout ce que ça engendre, la vie de lumière, les tentations que tu peux avoir, et le club qui est magique, quoi. Donc, c'est une période faste, exactement. Tu es considéré comme un vrai gentil. Est-ce que tu as ressenti que ça pouvait être à un moment un handicap dans ta carrière? Sur le terrain, je ne l'étais pas. On peut se métamorphoser, hein, Oui. et il faut absolument. Il y a beaucoup de joueurs qui le font. Exactement, il faut s'imposer sur le terrain. Dans la vie, j'essaierai d'être gentil, je ne me faisais pas marcher sur les pieds non plus, mais peut-être un peu moins de caractère que certains, un peu moins de personnalité en dehors du terrain. Oui, peut-être, mais ma carrière, elle est jolie, elle est plutôt longue. Victorieuse. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux si j'avais pas eu ces blessures-là. J'aurais sûrement peut-être gagné la Coupe du Monde aussi. C'est la vie, et c'est pas en étant moins gentil que j'aurais gagné plus de choses ou j'aurais participé à d'autres compétitions. Donc, si tu préfères, l'après-carrière peut te dire oui, tu es trop gentil dans certains domaines. Voilà. Quand tu vas rester dans le milieu du foot, c'est plus compliqué quand tu es un dirigeant ou autre, quand tu es joueur. Mais sur le terrain, non. Peut-être un peu de manque de confiance en moi par moment, tu vois. C'est vrai qu'à une certaine époque, on aurait bien aimé avoir des fois des préparateurs mentaux, un psy à côté, pas un psy, mais un préparateur mental pour t'aider dans des moments où tu doutes un peu, où tu reviens de blessure, tu vois, voilà. Bon, c'était notre époque et on prenait pas soin. Non, en plus, c'était un avis de faiblesse. Il fallait pas montrer que tu peux avoir des faiblesses. Et les entraîneurs encore moins qui supportaient pas d'avoir d'avoir quelqu'un dans les pattes qui vient de marcher un peu sur la plate-bande. Donc,
Ouais, non, je n'ai pas gentillesse. Ouais, écoute, moi, je préfère être comme je suis qu'être comme certains. Au début du mois d'août 95, justement, on revient sur la blessure, ligament croisé. Tu es absent des terrains 5 mois. Comment est-ce que toi, tu le vis d'être loin de la compétition, loin des terrains? Bah, c'est pas facile parce que l'équipe avance, continue à jouer, continue à gagner. Malgré que tu ne sois pas là, bah, tu te rends compte, on le savait, mais que tu n'es pas toujours indispensable. Hein. Mais le chemin est long. Et encore, moi, c'est court, hein, parce que Oui, j'ai joué après mon premier croisé, j'ai joué à 4 mois et demi, j'ai rejoué, ce qui est très rare. Mais bon, ça se passait plutôt bien. Bah, c'est dur parce que tu es seul, malgré que tu ailles tous les jours à l'entraînement, tu as des kinés qui prennent soin de toi, bah, tu rentres chez toi, bah, tu vas faire du vélo sous la pluie pour renforcer, tu vas faire autre chose. C'est pas si simple que ça, mais la chance qu'on a, nous, joueurs, c'est que on s'occupe de nous tous les jours, tes partenaires sont là, mais rien ne remplace le terrain, ça c'est clair. Comment est-ce qu'on fait pour revenir dans un groupe, justement? Parce que là, quelque part, c'était un groupe qui allait bien sans toi. Tu reviens en milieu de saison, tu retrouves petit à petit ta place. Tu es titulaire, d'ailleurs, pour le quart de finale retour de la Coupe des Coupes face à Parme. Ouais. Bah, tu sais, c'est pas parce que tu es blessé que tu perds ton foot. Ça prend le temps et un petit peu de temps pour revenir à ton meilleur niveau. Mais bon, j'ai pas perdu mes qualités, je vais retrouver de la confiance, tu la retrouves à l'entraînement. Tu as des joueurs qui sont sur le terrain que tu estimes qu'ils sont pas meilleurs que toi et que tu estimes que tu es meilleur qu'eux. Donc après, il faut prouver à l'entraîneur que tu peux regagner ta place. Bah, j'ai regagné. C'est pas facile, hein, mais je ne me suis pas trop posé de questions là-dessus. Tu vois. Non, j'étais conscient de mes capacités, des joueurs que j'avais en face de moi. Donc je n'étais pas inquiet. Plutôt inquiet sur de savoir si je vais retrouver un genou qui me permette de retrouver le haut niveau. Est-ce que tu sentais la force de ce groupe? Oui, parce qu'on avait vécu des moments difficiles. On a la pression parisienne est très... Autant à Marseille, tu as une vraie pression qui est populaire. À Paris, elle est populaire, mais la pression est surtout médiatique ici. Voilà. Tous les journaux sont basés ici. On parle que de toi régulièrement. On est à l'affût de tout ce qui peut se passer. Donc, la pression est plus là-dessus qu'autre chose. Moi, je me souviens, ce qui est peu maintenant, mais il y avait deux personnes de l'équipe, il y avait 3 personnes du Parisien. Maintenant, c'est beaucoup plus, tu vois, mais pour nous, tu étais en contact direct avec les journalistes à l'époque, ils venaient quasiment dans les vestiaires, tout ça, c'était notre époque, tu vois. Donc, tu sentais une pression un peu plus accrue à Paris, et donc, mais c'est ce qui te fait avancer aussi. Vous laissez filer Auxerre en championnat, c'était pas possible d'être à fond sur le championnat et sur les Coupes d'Europe? Ou ça s'est fait encore une fois parce que... Alors ça, c'est la deuxième année avec Louis, je crois. Oui. La deuxième année avec Louis. On a perdu un peu le fil. J'estime que les joueurs sont les premiers responsables des mauvais résultats. On était premiers à la trêve, je crois, avec 4 points d'avance sur Auxerre. On allait enchaîner la Coupe de France, on continue la Coupe d'Europe, on avait le championnat. Je pense qu'on s'est laissé un peu aller en championnat, penser que ça serait plus facile, qu'on serait bien meilleur que tout le monde. Ça commençait un peu à avoir quelques conflits avec l'entraîneur Luis Hernandez. Il perdait un peu son groupe, toujours qui était proche de lui, où ça se passait bien, mais même les titulaires, on sentait une sorte de lassitude aussi. Une usure, parce que c'est bien son enthousiasme, à un moment, il est usant. Oui, non, mais attends, mais moi je remets pas en question l'entraîneur, que ça soit la tactique et tout ça, moi je mets pas, mais à un moment, tu as besoin de liberté. Et t'en donnais même plus de la liberté, on pouvait plus faire ce qu'on... Enfin, on était des professionnels quand même, on savait ce qu'on avait à faire, tu vois, mais bon, tu vas jouer aux cartes, tu joues aux cartes pour aller jouer un match de Coupe d'Europe la veille du match, donc tu vas la veille du match pour l'entraînement, d'un coup il éteint les lumières pour te faire chier, donc à un moment... Non, ça va bien de temps en temps quand ça va pas, mais à un moment c'est récurrent, quoi, donc voilà, j'aime bien Louis, mais avant de lui dire, t'as été joueur, quoi. Vous avez fait pire que nous, quoi. Je veux dire, un peu de liberté. Bon, il y a une sorte d'usure, mais c'est pas à cause de lui qu'on a perdu le championnat non plus, tu vois. Bon. Donc on commence à perdre des points de championnat. Auxerre vole, parce qu'ils font le doublé, je crois, cette année-là. En plus, on perd le championnat, on perd un Coupe de France aussi, je sais plus contre qui. Mais on est là. On s'est dit, putain, on va pas tout perdre quand même, merde. Ah non, justement, et demi-finale face à la Corogne. Oui. Victoire 1-0 à la Corogne, puis 1-0 au Parc. Cette fois, je vais rappeler quand même que la Corogne était une énorme équipe à l'époque. Oui, alors c'est très intéressant ça. Personne ne le sait, mais c'était une équipe magique avec des Bebeto, il y avait des joueurs extraordinaires là-bas, des Mauro Silva. Parce qu'ils n'ont pas fait énormément de saisons à ce niveau-là. Non, mais ils étaient bons. Ouais, c'était toujours dans les...
Il y avait Djokic qui jouait à l'époque là-bas. Ils avaient terminé 2e du championnat, je crois, à l'époque. Non, c'était une très belle équipe. Franchement, on a galéré contre eux. Yuri marque un but extraordinaire à la Corée, une frappe de 35 mètres en pleine lucarne. Mais on élimine une équipe qui était de très haut niveau. Hein. Une grosse équipe. Et est-ce que vous avez le sentiment que, quelque part, vous avez fait presque le plus dur, puisque la finale, ce sera face au Rapid Vienne, qui est moins considéré... Nous, on pense que c'est pas le plus dur, parce que gagner une finale... déjà, vous connaissez pas. C'est le plus simple. On connaît pas cette équipe-là, de rien. Mais si elle est en finale, c'est qu'elle a quelques atouts. Mais c'est des gens autour. Ils te disent, merde, putain, ils vont jouer le Rapide de Vienne, mais ils sont obligés de gagner, quoi. C'est pas possible. C'est terrible. T'as Barcelone, t'as mis la Corogne, il faut gagner là. Mais oui, mais non, c'est pas simple. Donc, et surtout sur un match, tout peut se passer. Il n'y a pas de match aller-retour, là. Mais nous, on aborde le match de manière extrêmement concentrée. On essaie de faire abstraction, en tout cas, de ce que disent la presse. Voilà, donc... Tu te souviens du stage de préparation à Hendaye? Ouais, quelques souvenirs comme ça? Oui, c'était... Michel Denisot avait demandé à Yannick Noah de venir. On part là-bas et d'un coup arrive Yannick et je dis, qu'est-ce que tu fous là? Voilà, Denisot a demandé de venir, donc je sais pas si Louis s'était informé, j'en sais rien, j'ai pas posé la question et Yannick ne le sait pas non plus, mais il est arrivé avec un passé d'énorme joueur de tennis, mais aussi un passé de capitaine de Coupe Davis, qui a transcendé une équipe que personne n'attendait et qui a gagné. Donc Michel a dit, j'ai besoin d'un mec comme ça qui transmette une énergie qu'on avait un peu perdue, mais qui était nécessaire pour battre et gagner cette finale qu'on attendait depuis 4 ans déjà. Donc Yannick est arrivé, écoute, c'est vrai, c'est une approche très particulière qu'on connaissait pas. On va sur la plage, on s'allonge, on médite un peu. Après, le soir, on s'amuse, on prend la navette, on va à Fontarabie, boire un petit peu des coups, des tapas et tout ça, on revient. Mais bon... Il faut savoir quand même que Yannick ne s'investissait pas sur le terrain, sur la tactique, bien sûr, il disait rien. Non, c'était pas... Il était là juste pour amener c'est pas de l'ambiance du Saga Africa ou danser, on s'en fout. Yannick n'est pas venu pour ça, il était retrouvé pour retrouver une unité entre nous qu'on avait un peu perdue. Voilà. Donc, donc ça s'est bien passé, c'était rigolo parce qu'après on part, on prend le bus de Paris pour aller à Bruxelles, on s'arrête sur l'autoroute, on avait acheté des sucreries. Je me souviens, Louis, il était fou. Non, mais à 2 jours d'une finale de Coupe d'Europe, on n'achète pas des sucreries. C'était la veille, même, je crois. Bon, c'était rigolo, pas des sucreries. Ouais, ça va, on était consciencieux quand même. Bon, voilà, donc, se passe ce match extraordinaire, quoi. C'était dur. Justement, raconte-nous comment tu la vis, cette finale. Avec un peu d'appréhension, parce que nous, là, on est favoris. Là, on est favoris. Et on n'a pas été souvent favoris dans les matchs, quand tu joues le Real ou d'autres. Mais là, on est favori et tu peux pas te rater. Tu peux pas te rater, tout le monde t'attend et gagner. Donc, un peu d'appréhension. Et ça se voit dans notre début de match où on n'est pas très bon. Heureusement, Bernard Lama est exceptionnel et fait des arrêts qui nous maintiennent en vie. Et Bruno Ngotti qui frappe un truc de 35 mètres, un truc de folie, un peu à la Bruno, beaucoup d'insouciance. Après, on a galéré. Hein. On était face à des joueurs qui étaient là en finale et pas pour rien. Donc, c'était un match... je pense pas qu'il reste dans les annales d'un point de vue footballistique, mais le résultat qui compte, c'était la victoire et on l'a glané. C'est le plus beau moment de ta carrière? Si tu préfères, pour moi, c'est une sorte d'aboutissement. D'aboutissement d'un très beau parcours. C'est pas fini, hein. J'avais 28 ans, je crois, 28 ans dans ces cas-là. Ma carrière n'est pas terminée, mais... T'es champion de France, t'as gagné la Coupe de France, t'as gagné la Coupe de la Ligue. Ça fait 4 fois que t'es en demi-finale de Coupe d'Europe. C'est un peu... c'est pas la Ligue des Champions, mais c'est un peu l'apothéose pour tout joueur, quoi, de gagner une Coupe d'Europe. Il y a que 2 clubs qui l'ont fait, Marseille et nous. Donc t'as une grande fierté. Donc tu te dis, j'arrivais déjà d'un des plus grands objectifs que tu espères dans une carrière de joueur. Après, bien sûr, la Coupe du Monde des championnats d'Europe. Mais ouais, c'est une sorte d'aboutissement qu'on a eu, que c'était vraiment une libération totale. La fête était exceptionnelle, le soir, le lendemain, la visite à l'Élysée, les cheveux colorés avec Laurent qui avait pris des bombes vertes, rouges. Donc, voir le président descendre des Champs-Élysées, c'était pas prévu. Enfin bon, non, je crois qu'on les avait remontés, les gens. Faites pas comme les autres. C'était totalement imprévu, c'était inconscient même, inconscient. Ouais. Après, on n'a pas dormi de la nuit. Le lendemain, on est parti. Michel Denisot avait réservé chez Bocuse. On est allé à Lyon. On n'avait pas dormi, on n'a même pas dormi dans le train. Enfin bon, c'était des moments magiques, quoi. Voilà,
Ouais, c'était pas la fin, mais c'était on y est arrivé, quoi, voilà. Saison 96-97, parce qu'il faut bien continuer revenir. après une victoire. Luis Fernandez part, arrive Ricardo avec Joël Batz. Tu avais joué avec Ricardo, ça fait quoi de le retrouver comme Pas coach? facile. Bah, je suis ravi de le revoir, mais c'est jamais facile quand tu as un ancien partenaire qui est parti il y a 2 ans avant, qui a débuté sa carrière d'entraîneur et qui revient t'entraîner. Tu le tutoies, tu le vois, tu l'appelles coach. Putain, c'est pas simple, ni pour lui, c'est pas simple. Bien Moi, sûr. je me suis rendu compte en tant que dirigeant après, comme tu as joué avec des mecs, que lui, il doit prendre des décisions. Comment on va le prendre? Moi, je me souviens, il m'a mis en remplaçant, je l'avais mal pris. Je dis, putain, mais Ricardo, tu peux pas me faire ça, quoi. Donc, je faisais la gueule. Joe, il me dit, fais la gueule. Mais Joe, bien sûr que je fais la gueule, j'ai jamais été remplaçant. En plus, c'est mon pote avec qui j'ai joué. Mais bon, quand t'es joueur, tu réagis comme ça. Après, Oui, bien avec sûr. L'expérience, quand t'es dirigeant ou quand tu deviens Oui, entraîneur. avec le recul aussi. Le recul te dit, pourquoi t'as réagi comme ça? Mais sur le coup, t'es frustré, quoi, putain. Merde, Ricardo. Hein. Mais bon. Ouais, écoute, en plus, je me suis blessé cette année-là, donc j'ai pas pu faire la saison en entier. Enfin bon, après, on va quand même en finale encore. C'est ce que j'allais dire, vous allez quand même en finale. Oui, Nouvelle fois. finale en Coupe des Coupes face à Barcelone. Et cette fois, vous vous inclinez 1-0. Oui, on fait un très très bon match. Je pense qu'on méritait vraiment pas de la perdre cette finale, mais il y a un penalty qui sifflait, un peu litigieux aussi. Et c'est le grand Ronaldo, hein, le Brésilien, qui marque, qui conclut. Et on perd cette finale. Une frustration terrible, bien sûr, pour le club. Pour nous aussi, en tant que joueurs. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais surtout, je pense que ce qui est difficile à réaliser sur le moment, vous ne pouvez pas avoir conscience que quelque part vous écrivez l'histoire, d'être aussi longtemps à ce niveau-là en Coupe d'Europe. C'est-à-dire que vous venez d'enchaîner 4 demi-finales de Coupe d'Europe, 2 finales de suite. C'est phénoménal. Nous, on s'en rend compte quand même. Hein. Oui, tu t'en rends compte parce que tu écoutes un peu ce qui se passe à l'étranger aussi, tu vois. Et surtout, tu vois les équipes arriver quand jouer contre toi. Tu sens que le respect, ça y est, tu l'as gagné. Voilà, gagné. Maintenant, ils ont un peu peur de toi. C'est ça qui est bien. Quand tu mets le doute chez l'adversaire, t'as gagné une partie du match. Voilà. Donc, on est fiers de ce qu'on a fait. On est fiers d'avoir réussi à gagner cette Coupe d'Europe. Une nouvelle fois, très fiers de la finale face à un très grand Barcelone aussi. Mais tu sens que tu es sur la fin d'un cycle aussi. Voilà. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble, quasiment. On vieillit tous, hein. Et à un moment, il faut renouveler le stock, hein. Ça, c'est clair. Mais moi, je suis très fier de ce qu'on a fait. Je suis très fier de ce que j'ai fait parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer beaucoup de compétitions, beaucoup de finales. Toutes les finales que j'ai jouées, j'ai toutes gagnées. Donc, je pensais qu'on allait la gagner sans moi, mais ça n'a pas été le cas. C'est dommage, en tout cas. Mais c'est une terrible frustration. Vous finissez à la 2e place du championnat, ce qui vous permet de prétendre à une place en Ligue des Champions en cas de victoire face au Steaua Bucarest au tour préliminaire. Alors on rappelle que vous vous êtes incliné 3-2 à l'extérieur, mais comme le club avait aligné Laurent Fournier qui aurait dû être suspendu, vous êtes déclaré perdant 3-0. Arrive le match aller et une ambiance... Je ne sais pas comment la décrire, l'ambiance qu'il y avait au parc ce jour-là. C'était complètement surréaliste, comment c'était sur le terrain, en dehors du terrain. J'ai les frissons, là. Ouais, parce que c'est un coup du sort. La personne qui s'occupait d'écrire la liste des joueurs fait une erreur. Je pense qu'il n'est pas seul fautif de ce qui se passe. À un moment, les mecs qui sont près de l'équipe, ils doivent aussi se renseigner et voir ce qui se passe. Bon, l'erreur est faite. Lui était mais malheureux, triste à mourir, on n'arrêtait pas de pleurer. On lui dit, mais écoute, t'inquiète pas, on va gagner pour toi, on va gagner pour nous déjà, et on va gagner pour toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un truc qui s'est créé entre nous dès qu'on a appris la perte du match sur tapis vert. 3-0, on jouait, je crois, la semaine d'après. On était sûr de gagner. Mais même dans la ville, en fait, même auprès des supporters, il s'est passé quelque chose. Exactement. Tu te dis, tu perds 3 de là-bas, tu sais que tu peux gagner. Tu peux gagner le match retour, tu le sais. Et je sais pas, moi, t'as l'impression que tout le monde a subi une injustice qui est terrible, que ce soit nous, les dirigeants, et le public, qu'il y a une atmosphère qui se crée. Il y a du monde au camp neige, parce qu'à l'époque, les supporters pouvaient venir voir les entraînements. Tu sens que t'as une motivation, les mecs qui te portent et tout ça. On va réussir un truc. Et je me souviens, Leonardo devait partir au Milan AC. Et Michel dit, écoute-moi, on gagne le match, on se qualifie, et tu te barres. Oui, parce que c'était possible. Exactement. Et arrive le match, le stade
en folie avant le match sur l'échauffement. Tu sentais que tout le monde était là pour t'encourager. Donc la motivation, bien sûr, est extrêmement présente. Il pleuvait. Le début du match, il pleut. Et d'un coup, putain, il s'arrête de pleuvoir. Bernard fait un arrêt exceptionnel. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a été le rouleau compresseur. Ouais, le rouleau compresseur qui marque. Tout le monde marque, Léo. Enfin bon, tu sentais que tu étais sur notre planète. Et le stade, un peu la même fusion qu'il y a eu face à Madrid. Voilà. Les gens restaient après le match et tout ça. L'euphorie dans le vestiaire. Après, je me souviens plus qu'on a fait un coup de bord, on n'est pas allé très loin, je crois. Non, ça c'est... On avait tout donné. C'est pas grave, mais on avait tout donné au mois d'août. Ouais, voilà. Oui, ça s'arrête. La marche était un petit peu trop haute. Et en plus, comme je te disais, on périclite un peu tous. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà, t'as tout gagné. La motivation est moindre. Enfin, vous faites quand même le doublé Coupe de la Ligue, Coupe de France. Oui, parce qu'il fallait partir sur une bonne image, en laissant une trace. Et tu me parlais de très bons souvenirs qui restaient ancrés. J'avais parlé du premier match de la Coupe de France. Et ces derniers matchs-là, on savait qu'on allait tous s'éparpiller. Rai était déjà parti. On savait que Michel Denisot perdait sa place de président. C'était Charles Bietri qui le remplaçait, exactement. Ce groupe allait se déliter. Et il fallait absolument qu'on marque les esprits. C'était le premier match au Stade de France officiel. Il fallait gagner. Et on a gagné les 2 coupes. Donc on est parti vraiment... la tête haute, voilà, le devoir fait. Et tu quittes le Paris Saint-Germain un petit peu contre ton gré? Oui, mais moi je voulais rester, moi. Ma vie était à Paris, je ne voyais pas aller ailleurs, premièrement, même si je n'avais pas touché à l'étranger. J'avais failli partir au Milan AC, mais une blessure était arrivée. Et Alain Giresse arrive comme entraîneur. Moi je l'avais côtoyé, bien sûr, au début de ma carrière. Ah bon, je le rencontre, il me dit « Alain, mais moi je compte sur toi. Je te garantis pas une place de titulaire. Je crois qu'il y a Worms qui est arrivé, il y avait d'autres. Je dis, ouais, je suis pas inquiet par l'arrivée de ces joueurs-là. Mais si tu veux, je peux encadrer tous les jeunes qui arrivent, parce que la pression est quand même importante. Il n'y a pas de problème. Bon, je fais la réunion, je me barre. Et mon agent m'appelle, il me dit, on m'a dit qu'il fallait que tu t'en ailles. Je dis, mais je sors de réunion, on me dit que je dois rester, et toi tu m'appelles, oui, les dirigeants m'ont dit, il faut que tu t'en ailles. Ah bon? Bon, mais écoute, qu'est-ce que je te dis? Bon, ça veut dire qu'ils ne comptent pas sur moi. Je ne suis pas sûr que l'entraîneur soit au courant, mais bon, puisque c'est comme ça, donc tu te vexes, bien sûr, c'est normal, hein, parce que tu as plutôt un côté positif d'un coup, oui, et un quart d'heure plus tard, c'est pas le cas. Mais je dis, écoute, il faut trouver un club. Voilà, donc on va se barrer, mais on ne fera pas de cadeau. Hein. Donc on a discuté avec eux, le transfert n'était pas très important aussi, et mon agent trouve le club de Valence. Voilà, et je pars en Espagne, à reculons. Je quittais Paris, je quittais ma famille. Pas ma famille proche, hein, oui, ma bien sûr, mais la famille de cœur. Les connaissances que j'avais autour, tous mes copains que j'avais constitués ici. Et je partais découvrir un pays que je ne connaissais pas. Mais quel bonheur d'arriver en Espagne. Ne serait-ce que pour le temps. Le temps, le stade, 70 000 personnes à chaque match, tu manges bien, les gens sont respectueux, t'as pas d'insécurité, on arrive, on gagne en plus. Non, c'était... Je ne vais pas dire merci au PSG de m'avoir fait partir parce que j'aurais terminé ma carrière ici, j'aurais aimé la terminer parce qu'il y avait plein de choses encore à faire. Mais c'est la vie qui a fait que... Qu'est-ce qui reste en toi du Paris Saint-Germain? De mon époque, c'est l'amitié. L'amitié, les couleurs et le stade. C'est un stade à part. L'architecture, cette caisse de résonance, les supporters qui sont revenus, enfin bon, c'est ça, ouais. Au-delà des palmarès, hein, c'est pas ça. C'est d'abord côtoyer des grands joueurs, des grands dirigeants. Merci Michel Denisot de m'avoir fait venir. Sans lui, je pense qu'on n'aurait jamais fait ce qu'on a fait. Merci beaucoup pour cette de rien et plaisir. Merci.